Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle chronique de l'Amérique latine de l'Iris qui va être consacrée cette semaine au Venezuela et plus particulièrement aux résultats d'un référendum consultatif qui a été organisé par le gouvernement vénézuélien de Nicolas Maduro concernant un différend territorial avec le Guyana voisin anglophone au sujet d'une région qu'on appelle l'Essequibo et dont je vais vous parler dans un instant. Cette chronique est enregistrée au moment où les résultats ont été proclamés et comme souvent au Venezuela, chaque moment politique va donner normalement lieu à des interprétations, des controverses entre les uns et les autres, donc on n'est pas complètement certain à l'heure de l'enregistrement que les résultats dont on va parler vont être fermes et définitifs, en tout cas dans leur interprétation. Alors avant de rentrer dans le contexte de ce référendum et comment et pourquoi il a eu lieu, juste rappeler 2-3 éléments historiques sans lesquels on ne pourra pas bien comprendre le sujet. L'Essequibo est donc une partie du Guyana, c'est à peu près les 2/3 d'ailleurs de ce territoire, qui est grand à peu près comme le Portugal, pour se donner une idée. C'est 160 000 km² et 125 000 habitants donc dans ce vaste territoire, qui est surtout aujourd'hui un enjeu parce qu'il est richissime en matière de pétrole, d'hydrocarbures, de diamants, d'or, et chaque jour on y trouve de plus en plus de ressources très très convoitées un petit peu par tout le monde, les puissances locales, mais aussi les grandes puissances internationales, que ce soit les États-Unis, la Chine, aujourd'hui en particulier, mais aussi les Britanniques et d'autres, dont les Français. Tout le monde se rue vers le Guyana parce que des richesses inouïes sont en train d'y être découvertes. Alors, ce territoire est en fait une vieille histoire en Amérique du Sud, c'est un vieux différend territorial, c'est un conflit territorial. En Amérique latine, ils sont tous congelés, il y en a plusieurs, il y en a une dizaine, mais celui-là se ravive. Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien, l'Essequibo était, à l'époque où le Venezuela n'était pas encore indépendant, faisait partie du territoire colonial espagnol jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, et ensuite, lorsque les Anglais ont conquis le Guyana et se sont taillés une part territoriale en Amérique du Sud, ils ont mordu en quelque sorte jusqu'à ce territoire et ils ont décidé que c'était grosso modo la nouvelle frontière du Guyana. Et donc depuis ce moment-là, il y a un désaccord entre le Venezuela qui entre-temps est devenu indépendant, c'était en 1811, et puis le Guyana au sujet de ce territoire, donc comme je disais, qui compose les 2/3 du territoire du Guyana. Tout ça nous emmène dans une longue histoire qu'on va pas avoir le temps de traiter, mais il y a 2 jalons. 1889, un arbitrage, à l'époque il n'y avait pas de droit international, donc c'était les grandes puissances coloniales qui se réunissaient et qui arbitraient les conflits territoriaux, avait décidé que ce territoire faisait bel et bien partie de la colonie britannique et n'appartenait pas au Venezuela, ce que le Venezuela indépendant a toujours contesté jusqu'au XXe siècle, à l'accord dit de Genève en 1966. Cette fois-ci c'est un accord entre le Venezuela, entre les Britanniques et les nouvelles autorités du Guyana qui va devenir indépendant quelques mois après. Donc c'est une espèce de transition, de passation. Les Britanniques vont partir et ils discutent de cette affaire avec les Vénézuéliens et les futures autorités indépendantes guyanaises. Et donc cet accord, c'est celui qui est en vigueur jusqu'à aujourd'hui. Cet accord, en gros, dit que le Venezuela reconnaît l'existence de l'État du Guyana, premier point. Et deuxième point, que le Guyana reconnaît le droit du Venezuela à réclamer, c'est là le mot, réclamer la zone de l'Essequibo, et que, disons, c'est un accord sur un accord pour continuer d'en discuter, et que la solution à ce différend territorial devra se passer par la négociation, le dialogue entre les 2 pays. Voilà ce que dit en gros l'accord de Genève de 1966, qui est remis en cause un petit peu aujourd'hui, même assez sérieusement, depuis que, en particulier au milieu des années 2010, en 2015, on a commencé à trouver donc dans les Essequibo ces fameux gisements de pétrole très très importants qui ont ravivé les tensions entre les 2 pays, d'autant plus que ces gisements sont aujourd'hui ou donnent une part importante de leur exploitation à la multinationale nord-américaine ExxonMobil, qui aujourd'hui s'est retrouvée à avoir des concessions d'exploration. Évidemment, ça plaît pas du tout du côté de Caracas pour des raisons économiques, de ressources, mais aussi géopolitiques, puisque les relations entre Washington et Caracas sont, comme on sait, très mauvaises. Et donc, c'est un élément de la confrontation géopolitique, en fait, cette affaire. Donc, 2018, le Guyana décide, devant cette tension qui remonte, de saisir la Cour internationale de justice pour que cette dernière, tranche et propose un accord pour mettre fin à ce contentieux. Mais le problème, c'est que le Venezuela ne reconnaît pas la légitimité
légitimité de la CIJ dans ce dossier et s'appuie, lui, sur l'accord de Genève de 1966 pour dire que la solution, elle doit être entre le Guyana et le Venezuela, entre les deux pays, par une négociation et pas par une autorité supranationale. Donc le jeu se bloque. En 2020, la Cour qui a été saisie, elle se déclare compétente, donc elle peut juger cette affaire. Il faut des années pour que la CIJ puisse à chaque fois faire des propositions sur ce genre de conflit. Donc la CIJ n'a pas fait de proposition, mais en tout cas le Venezuela n'accepte pas sa légitimité et le Guyana lui a demandé de travailler. Aujourd'hui, entre-temps, donc Nicolás Maduro, le 23 octobre 2023, annonce l'organisation d'un référendum consultatif au Venezuela pour savoir si les Vénézuéliens considèrent toujours que l'Essequibo est vénézuélien, si l'accord de Genève est toujours le cadre dans lequel cette affaire doit se gérer, si les Vénézuéliens sont d'accord pour confirmer qu'ils ne sont pas d'accord justement avec le fait que ce soit la Cour internationale de justice qui gère ce dossier. Et enfin, les deux questions un peu problématiques, puisque je vous ai dit ça en fait 3, il y en a 5 en tout. Les deux autres, c'est de savoir si les Vénézuéliens sont d'accord pour que le gouvernement continue aussi de porter la bataille sur la partie maritime de la frontière de l'Essequibo, puisque là aussi il y a beaucoup de gisements qui sont en train d'être trouvés, et là aussi ExxonMobil est en train d'explorer, et ça plaît pas du tout au Venezuela. Donc de donner un mandat au gouvernement vénézuélien pour que la question maritime fasse partie du désaccord exprimé. Puis enfin, la 5e et dernière question, qui en gros demande si les Vénézuéliens sont d'accord pour que le gouvernement mette en place un plan accéléré pour proposer aux 125 000 habitants de l'Essequibo d'obtenir une nationalité vénézuélienne, des papiers d'identité vénézuéliens, et que ce territoire puisse à terme faire partie de l'État vénézuélien. Donc évidemment, on peut interpréter ça comme la possibilité d'une intrusion vénézuélienne dans ce territoire pour l'intégrer, annexer l'Essequibo au Venezuela. Donc ces questions-là étaient les 5 qui constituait ce référendum consultatif, donc qui n'a pas de valeur juridique contraignante, c'est ça que ça veut dire, c'est une consultation de la population. Le Venezuela, le gouvernement, en fait, se laissant toutes les possibilités de pouvoir agir sur la base du résultat dans le sens de ce qu'il voudra en fonction des contingences, de la conjoncture, du rapport de force avec le Guyana, mais aussi avec Washington, et tout ça nous renvoie aussi, bien sûr, à l'autre vrai sujet important du Venezuela, qui est son processus complexe, chaotique, vers des élections 2024, qui permettent à l'opposition de se présenter face probablement à Nicolás Maduro. Donc tout ça est en fait lié parce qu'on trouve les mêmes acteurs, notamment Washington, dans cette partie. Washington, auquel a fait appel le Guyana en la personne de son président Irfan Ali, qui a demandé aux États-Unis de l'aide dans le cas où le Venezuela mordrait la ligne en quelque sorte et militairement ferait une incursion dans le Guyana en demandant que les États-Unis mettent des bases militaires là. Donc on a un scénario qui pourrait être celui d'une escalade, on n'en est pas là aujourd'hui. En tout cas, tout ça va être déterminé et se détermine par rapport aux questions de politique nationale, par rapport à la négociation entre Caracas et Washington, par rapport au processus politique interne, bien sûr par rapport au fait que les Vénézuéliens ne veulent pas laisser les multinationales pétrolières américaines pouvoir jouir de tout cela, alors que potentiellement ils sont fondés à rappeler que cette partie est un vieux différend territorial. Donc c'est ça qu'il faut comprendre lorsqu'on parle de ce sujet aujourd'hui. Alors les résultats sont matière à controverse, comme très souvent, je le disais au début de la chronique, au Venezuela. Tout est affaire d'interprétation, de positionnement. Alors pourquoi ? Parce que, à l'heure où je vous parle, les résultats, c'est que entre 95 et 97% des Vénézuéliens ont répondu favorablement à chacune des 5 questions. C'est-à-dire que finalement, c'est une réponse, un oui massif aux demandes de mandat formulées par le gouvernement sur ce différend. Le petit problème, c'est la question de la participation, ou même plus exactement de l'abstention. Car les premiers communiqués émanant des autorités électorales vénézuéliennes indique qu'il y a eu 10 millions de votes. Alors vote, est-ce que c'est des bulletins? Est-ce que c'est des votes? Est-ce que c'est des votants? Est-ce que c'est des électeurs? Parce que ce n'est plus tout la même chose. Est-ce que 10 millions de personnes ont participé à ce référendum? Est-ce qu'il y a eu 10 millions de voix exprimées sur 5 questions? L'opposition, partant de cette hypothèse, dit que dans ce cas-là, ça voudrait dire que c'est 10 millions de voix exprimées divisées sur 5 questions qui ferait finalement 2 millions ou 2 millions et demi de participants, et non pas 10 millions de participants. Pour l'instant, c'est pas clair, parce qu'évidemment, en fonction de cette participation, on verra le succès de ce référendum, qui sera à comparer
par ailleurs au résultat de l'élection des primaires de l'opposition qui s'est tenue, elle, le 22 octobre et qui a réuni 2,5 millions de personnes, mettant à la tête de la primaire pour porter les couleurs de l'opposition en 2024, Maria Corina Machado, qui a écrasé le scrutin et qui n'est pas habilitée, autorisée à se présenter à l'élection pour l'instant, puisque le gouvernement, le tribunal administratif a considéré qu'elle avait plusieurs délits de fraude, de discours antipatriotiques, etc. Et donc, il va falloir attendre l'éclaircissement sur le sens de ces 10 millions de voix exprimées ou de votants pour déjà mieux savoir combien il y a eu de participants à ce scrutin. Parce que bien sûr, si le gouvernement est capable de mobiliser 10 millions de lecteurs pour ce référendum, ça va écraser en quelque sorte le succès des primaires et de ces 2,5 millions. Si ces 2 millions de voix d'électeurs à peu près qu'on voté, ça mettrait une mobilisation même un petit peu en dessous de la primaire. Ce sera un peu un partout, balle au centre. Et surtout, ça voudrait dire qu'une majorité de Vénézuéliens, aujourd'hui probablement 20-25 millions d'individus, eh bien ne participent plus ou de moins en moins en fait à la vie politique vénézuélienne. Donc à l'heure où j'enregistre, je peux pas dire exactement ce qui va se passer, mais c'est les différents scénarios qu'il va falloir aujourd'hui comprendre. Derrière tout cela, eh bien, je le disais, il y a l'enjeu de la politique intérieure vénézuélienne. Il y a le fait que pour le gouvernement de Nicolás Maduro, il était important de reprendre la main après les primaires, de pas laisser trop le champ libre finalement à Maria Corina Machado, laquelle est soutenue aujourd'hui par Washington, puisque Washington exige qu'elle soit de nouveau autorisée à l'élection 2024. Et autre événement politique de la semaine au Venezuela, juste avant le référendum, le fait que finalement la Norvège, qui patronne le dialogue de négociation entre le gouvernement et l'opposition vénézuélienne avec un accord dit de la Barbade qui a été signé lui les 17 et 18 octobre dernier, donc tout ça va vite et se passe en même temps, eh bien finalement la Norvège a fait une proposition qui permettrait aux candidats à la candidature présidentielle qui serait à ce jour inéligible, de pouvoir entrer dans un processus administratif qui leur permettrait de demander un recours pour pouvoir l'être. Et donc le gouvernement de Nicolás Maduro a accepté cette possibilité-là, ce qui fait qu'il y a un mécanisme qui démarre et qui potentiellement, eh bien, là aussi, il y aura beaucoup de rebonds dans l'actualité dans les mois qui viennent, mais remet un peu en selle les candidats inhabilités, Maria Corina Machado qui a écrasé la primaire, mais aussi deux autres candidats qui peut-être espéreraient avoir un rôle, l'ancien candidat à la présidentielle Enrique Capriles, qui avait perdu contre Maduro en 2013, et monsieur Manuel Rosales, qui est gouverneur d'un État au Venezuela, qui eux aussi sont inéligibles, mais qui pourraient, en rentrant dans un processus administratif et juridique, pouvoir faire un recours sur cette décision, et auquel cas le tribunal, la Cour suprême vénézuélienne, in fine, pourrait réautoriser en quelque sorte ceux qui ne sont pas autorisés aujourd'hui à se présenter en 2024. Tout ça, c'est ce qui va animer la vie politique au Venezuela entre la fin de l'année 2023 et probablement une bonne partie du premier semestre 2024 pour savoir dans quelles conditions eh bien on va arriver à cette élection tant attendue et qui suspend le Venezuela à l'arrêt des sanctions qui pèsent sur lui et qui diront quel sera l'avenir politique de ce pays. Alors tout ça est arrivé, ce que je vous ai raconté, entre le 15 octobre et disons le 3 décembre avec un moment fort fin octobre. Il se trouve que j'étais présent au Venezuela dans le cadre d'une mission à l'invitation de l'ambassade de France à Caracas et que je reviendrai dans des publications et plus loin par écrit sur, disons, une analyse un petit peu plus en profondeur de la situation vénézuélienne à partir aussi de ce terrain effectué récemment dans ce pays. À bientôt.